Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Arrêt maladie et reprise d'activité. Webinaire organisé dans le cadre des rencontres extra de la région des Pays de Loire par nos 3 caisses de MSA, MSA Loire-Atlantique Vendée, Maine-et-Loire et Mayenne Sarthe. Donc, ce webinaire est destiné aux employeurs et tiers déclarants relevant du régime agricole. Peut-être que certains d'entre vous se sont inscrits par erreur à ce webinaire donc, du régime agricole. Sachez qu'il est prévu un webinaire organisé par le régime général à 14 heures cet après-midi. Donc, pour tous ceux qui se seraient inscrits par erreur sur ce webinaire, je vous invite peut-être à retourner sur le site Net Entreprise ou bien à récupérer peut-être dans le mail qui vous a été adressé par le régime général le lien pour vous y inscrire. Donc, je vais co-animer ce webinaire avec Émilie Vallée et nous serons assistés également de 2 experts santé, Émilie Rey-Corral et Pascal Vigneux. Donc, ce webinaire est prévu pour à peu près une durée d'1 heure. Volontairement, nous avons coupé vos micros. Certains, j'ai vu tout à l'heure, se questionnaient par rapport aux micros qui sont coupés. En fait, pour tenir ce délai d'1 heure que nous avons prévu, nous avons pris l'option en fait, de vous laisser la main pour poser toutes vos questions, mais à l'écrit et via le fil de discussion. Donc, vous avez un petit onglet qui se situe en haut de votre écran, une petite bulle conversation dans laquelle vous pourrez donc poser toutes vos questions et nos experts santé répondront via ce fil de discussion à l'écrit à toutes ces interrogations que vous pouvez avoir. Le support de présentation vous sera donc adressé après ce webinaire. Il sera mis également à disposition sur Net Entreprise, sur notre site MSA et puis le replay sera également disponible via notre chaîne YouTube. Voilà, eh bien, on peut commencer pour une qualité optimale. N'hésitez pas, pourquoi pas, à fermer vos applications et on peut commencer. Donc, au menu de ce webinaire, en introduction, nous définirons donc ce qu'est un arrêt de travail assez succinctement et comment se présente-t-il. Nous évoquerons le rôle de chacun, de chaque acteur. Nous aborderons l'ouverture de droit aux indemnités journalières, les modalités donc d'ouverture. Nous vous expliquerons en outre les modalités de calcul aux indemnités journalières. Nous vous préciserons par ailleurs quelles sont les démarches à réaliser et quels sont les éléments que vous devez porter à notre connaissance dans le cadre d'un arrêt de travail via la DSN. Enfin, nous aborderons la reprise d'activité et bien sûr, sans oublier de vous repréciser tous les contacts et échanges avec la MSA. Donc voilà, je vais laisser la main à Émilie Vallée qui va poursuivre cette présentation. Bonjour à tous. Donc, Émilie Vallée, donc je vais participer voilà, à l'animation avec Magali aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, nous allons redéfinir ce qu'est un arrêt de travail maladie. Donc, un arrêt de travail maladie, c'est donc une prescription donc, qui est établie par un médecin qui atteste donc que l'état de santé de votre salarié ne lui permet pas donc d'exécuter son contrat de travail et ce pendant un délai déterminé. Donc, il faut savoir que si votre salarié est en hospitalisation, il peut vous présenter donc un bulletin d'hospitalisation en lieu et place d'un arrêt de travail. Donc, nous allons voir ensemble quel est le rôle en fait de chacun, de chaque acteur, donc dans le cadre d'un arrêt de travail pour maladie. Donc, tout d'abord, le médecin. Donc, le médecin, au niveau de son rôle, donc c'est bien lui qui prescrit l'arrêt de travail au salarié.
Donc, ça peut se faire aujourd'hui de deux façons. Soit c'est la complétude donc, de ce qu'on appelle l'imprimé CERFA, donc en papier avec les 3 volets. Donc, c'est un document qui, bien sûr, précisera la durée et le motif de l'arrêt de travail. Et donc, ce document peut aussi aujourd'hui être transmis par voie dématérialisée. Donc, c'est un flux informatique qui va directement partir vers nous au niveau de la MSA. Et il y aura uniquement donc le troisième volet qui sera remis aux salariés. Donc, le salarié, lui, dans son rôle, donc il a dans un premier temps l'obligation donc de vous renvoyer à vous, employeur, dans un délai de 48 heures, le troisième volet. Il doit également renvoyer donc auprès de la MSA les volets 1 et 2 si jamais cette transmission n'a pas été faite par voie dématérialisée, comme on vient d'en parler précédemment. Le salarié est également soumis à respecter donc les restrictions d'horaire, éventuellement qui auront été indiquées sur son arrêt de travail. Il doit également donc s'abstenir de toute activité, sauf s'il a une autorisation du médecin traitant qui aura été validée par le médecin conseil. Il doit également faire une demande préalable d'accord auprès de la MSA. Donc, c'est dans le cas où si le salarié souhaite quitter sa circonscription, donc de sa caisse d'affiliation, donc c'est-à-dire qu'il veut s'absenter pour un très court séjour ou pour des vacances qui tomberaient pendant une période d'arrêt maladie, il doit effectivement faire une demande au préalable d'accord pour pouvoir quitter son domicile. Et puis le salarié est également soumis donc au contrôle de la MSA, et donc il doit également, venir aux convocations qui, le cas échéant, pourraient être organisées par la médecine du travail. Donc on souhaitait également faire un point d'attention par rapport à la recevabilité des arrêts de travail, donc au niveau, nous, MSA. Donc c'est vrai qu'il faut savoir que la MSA peut être amenée en fait à appliquer des sanctions en cas d'envoi tardif de l'arrêt en cours. Donc si c'est un premier retard, concrètement, donc le salarié recevra en fait un courrier d'avertissement. Par contre, si on est sur une situation à partir d'un deuxième retard, donc dans le cours des 24 derniers mois, il faut savoir donc que c'est un paiement à 50 des indemnités journalières qui va s'effectuer donc par rapport au début de l'arrêt jusqu'à la veille de la date d'envoi de l'arrêt. Donc concrètement, on va s'appuyer par rapport, à un exemple. Donc nous sommes, dans le cas d'un deuxième envoi tardif. Donc on est sur la situation, d'un arrêt qui aurait été prescrit, du 2 juillet au 20 juillet. Donc le salarié envoie cet arrêt le 12 juillet. Donc on aura une période sanctionnée qui sera celle sur la période du 2 juillet au 11 juillet. Donc premier jour d'arrêt et à la veille de la date d'envoi. Information, également, importante. Alors pardon, excusez-moi, le PowerPoint, si un arrêt est adressé au-delà de la période de prescription, donc là, dans ce cas-là, il n'y a aucune indemnisation. Donc la MSA, donc dans son rôle, on va avoir plusieurs missions. Donc la première va être de réceptionner donc les arrêts de travail, donc soit par courrier le volet 1 et 2, ou on traitera bien sûr la réception de l'arrêt électronique qui aura été télétransmis par le médecin. Nous transmettons également ces informations au service médical. Ensuite, on procède donc à la vérification pour les conditions d'ouverture de droit aux indemnités journalières. On fera également la notification de décision dans le cas où il y aurait un refus de prise en compte de l'arrêt. Et bien sûr, donc la MSA procédera au règlement des indemnités journalières. Donc vous, en tant qu'employeur, votre premier rôle sera de transmettre donc les éléments de salaire à la MSA, donc via la déclaration sociale nominative. Donc pendant la présentation, il y aura donc cette thématique qui sera plus amplement abordée ultérieurement.
Vous devez également, dans le cas où l'arrêt de travail de votre salarié a une période qui est de plus de 60 jours consécutifs, vous devrez effectuer donc une demande de visite de reprise. Une demande de visite de reprise qui s'effectue donc auprès du service santé sécurité au travail. Donc c'est une visite qui doit être effectuée dans un délai de 8 jours suivant la date de reprise du salarié. Donc c'est pareil, c'est un sujet qu'on développera ultérieurement dans la présentation. Donc nous avons également dans nos acteurs le service médical de la MSA. Donc tout d'abord, il y a l'organisation qui est liée au médecin conseil. Le médecin conseil, son rôle, c'est effectivement d'examiner le dossier du salarié et le cas échéant, donc il peut effectuer des convocations pour s'assurer de la légitimité d'un arrêt de travail. Nous avons également le médecin du travail. Donc lui, dans ses missions, il va convoquer le salarié donc au moment justement de la visite de reprise, donc pour les arrêts de travail qui auraient une durée de plus de 60 jours consécutifs. Donc si vous avez des questions par rapport au rôle de chacun, les premiers sujets qu'on vient d'évoquer, n'hésitez pas à les poser donc sur le fil de conversation comme on vous l'a suggéré pour voilà, que nos experts puissent y répondre. Donc, nous allons, dans un second temps, aborder l'ouverture des droits. Donc, on parle bien de l'ouverture des droits aux indemnités journalières. Donc, depuis le 1er janvier 2022, il y a un dispositif qui a été mis en place qu'on appelle l'IJ unique, donc l'indemnité journalière unique. Donc, c'est un dispositif qui intervient dans le cadre en fait d'une coordination entre les différents régimes de sécurité sociale et donc qui précise que les indemnités journalières sont donc versées par le régime qui est en charge de l'ouverture des droits aux frais de santé, et ce, donc au jour de l'interruption de travail. Donc, pour rappel, hein, les indemnités journalières sont un revenu de remplacement, donc qui est versé par l'assurance maladie. Et donc, ce sont des indemnités qui sont destinées hein, à compenser la perte de salaire qui est provoquée par l'arrêt de travail. Donc, on va illustrer par un exemple la situation. Donc, on a Monsieur Dupont qui est couvert donc par la Caisse primaire d'assurance maladie, donc la CPAM. Donc, au 1er mars 2023, Monsieur Dupont est embauché en CDD, un CDD pour une période de 2 mois et donc en tant que travailleur occasionnel chez un employeur qui relève donc de notre régime MSA. Ces droits de frais de santé ne sont pas ouverts chez nous compte tenu de son contrat et de sa durée et de son statut. Donc, au 15 avril 2023, Monsieur Dupont donc, va présenter un arrêt de travail pour une durée de 8 jours. Donc, dans ce cas de figure, c'est bien la CPAN, donc la Caisse primaire d'assurance maladie, qui étudiera son droit aux indemnités journalières et qui en fera, le cas échéant, le versement. On rentre bien à ce moment-là dans le dispositif de l'IJ unique. Donc, pour pouvoir avoir droit aux indemnités journalières, les salariés ont des conditions d'attribution. Donc, dans un premier temps, on va évoquer le sujet des arrêts de travail dès lors qu'ils ont une durée de moins de 6 mois. Donc, effectivement, on a des conditions qui sont liées aux heures, aux salaires qui sont à respecter. Et ces conditions, en fait, elles vont aussi être différentes suivant la catégorie professionnelle. Donc, dans un premier temps, on va parler donc du salarié. Donc, le salarié qui a donc une situation de travail, ce que l'on va appeler l'activité régulière. Donc, la condition d'attribution va être conditionnée donc soit au moins 150 heures de travail, donc travail salarié ou assimilé. Il faut que ce nombre d'heures ait été réalisé donc au cours des 3 mois civils précédant l'arrêt ou des 90 jours précédents, où le salarié doit avoir donc cotisé sur un salaire qui est au moins égal à 1015 fois le SMIC horaire dans les 6 mois précédant l'interruption de travail. Donc là, on va évoquer toujours dans le cadre des arrêts de travail donc pour une durée
inférieur à 6 mois, mais effectivement orienté par rapport aux salariés qui ont donc soit une activité à caractère saisonnier ou parce qu'ils exercent une activité discontinue. Donc, à défaut de ne pas remplir les conditions d'ouverture de droit d'un salarié, là, ce sont d'autres conditions qui vont venir s'appliquer, qui sont donc soit au moins 600 heures de travail, donc salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils précédents ou des 365 jours précédents, ou soit d'avoir donc cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC dans les 12 mois précédant l'interruption de travail. Et donc, effectivement, on évoque là maintenant les conditions, pardon, à respecter. Donc là, on est dans la situation d'un arrêt de travail où la durée est supérieure à 6 mois. Donc, effectivement, que le salarié soit sur une activité régulière ou avec un caractère saisonnier ou une activité discontinue, là, on va être sur des conditions qui vont s'appliquer de la même manière. Donc là, on en a plusieurs. Donc, effectivement, c'est soit donc 12 mois d'affiliation, au moins donc au jour de l'interruption de travail, et donc soit avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire pour les 12 mois civils précédant l'interruption de travail, soit au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours qui précèdent l'interruption de travail. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le fil de conversation. Donc, on vient d'aborder donc le sujet qui sont les conditions d'attribution des indemnités journalières. Et là, donc, on va pouvoir développer son mode de calcul. Donc, le calcul des indemnités journalières, il va déjà se baser donc en fonction de l'activité régulière. Donc, ce sera la prise en compte du cumul des salaires des 3 mois qui précèdent l'arrêt. Et dans le cadre des activités saisonnières ou discontinues, c'est le calcul du salaire des 12 mois qui précèdent l'arrêt. Donc, quand on est dans le calcul de l'indemnité journalière, on va déjà parler dans un premier temps du gain journalier brut. Donc, comme on vient de l'évoquer précédemment, en fonction, donc soit le calcul s'effectuera, donc c'est la prise en compte des salaires des 3 mois de référence qui sera divisé par 91,25, ou la prise en compte des salaires des 12 mois de référence qu'on divisera par 365. Une fois qu'on a donc ce gain journalier brut qui a été calculé, l'indemnité journalière, elle, va être appliquée avec un taux de 50% et elle sera limitée à 1,8 SMIC, donc le SMIC en vigueur au dernier jour du mois civil qui précède l'interruption de travail. Donc, cette indemnité journalière, il y a une fiscalité qui rentre en vigueur. Donc, c'est une indemnité qui est soumise à l'impôt sur le revenu et qui est également soumise à des charges sociales. Donc, on applique la CSG, la CRDS. Donc, on vous remet en parallèle donc, les taux, la CSG donc 6,2% et la CRDS 0,50%. Vous remet un petit mémo ici aussi, donc avec le SMIC en vigueur donc, à ce jour et ce depuis le 1er mai 2023. Donc le SMIC horaire brut en vigueur à l'heure actuelle est bien à 11,52 €. Donc, on va prendre un exemple pour illustrer le mode de calcul vu précédemment. Donc, on est sur la situation de Monsieur Dubois, donc, qui perçoit un salaire brut mensuel de 2 000 €. Il est malade et donc son médecin lui prescrit un arrêt de travail pour la période du 10 au 20 janvier. Donc, tout d'abord, on va avoir la modalité de calcul donc, du gain journalier brut. Donc, on va bien prendre en référence donc, le montant du salaire brut mensuel de 2 000 € qu'on multiplie par 3, donc ce qui va nous faire notre base de référence, qu'on divise par 91,25 et donc on va arriver à un total de gain journalier brut à hauteur de 65,75 €.
Ensuite, ce gain journalier brut, donc on va appliquer 50% de taux, ce qui va nous permettre d'avoir le calcul du montant de l'indemnité journalière brute. Donc là, dans l'exemple, on arrive sur un montant de l'indemnité journalière brute à 32,87 €. Ensuite, comme on l'a évoqué précédemment, la fiscalité donc intervient. En tout cas, on va venir calculer ce qu'on appelle l'indemnité journalière nette réellement perçue. Donc, on va venir déduire donc la CSG et la CRDS. Donc, dans notre calcul, nous reprenons le montant de l'indemnité journalière brute, donc nos 32,87 €, sur lequel on vient déduire donc le cumul de la CSG et de la CRDS. Donc, dans le cas de figure, ça représente 2,20 €. Donc, on obtient 30,67 € qui est bien notre indemnité journalière nette réellement perçue. À partir de ce montant, on va calculer notre total. Donc là, on était sur une prescription d'arrêt de travail donc qui était pour une durée de 10 jours d'arrêt, sur laquelle on va venir déduire donc les jours de carence qui, dans l'exemple, sont au nombre de 3 jours. Donc, on a 7 jours d'indemnisation à hauteur de notre indemnité journalière nette. Donc, dans notre cas, 7 fois 30,67 € et on arrive à un total de 214,69 €. Donc, le versement des indemnités journalières. Donc, on vient d'en parler après un délai de carence de 3 jours. Donc, les indemnités journalières, elles sont versées pour un salarié en arrêt maladie tous les 14 jours dès lors qu'il y a eu une première période d'indemnisation qui a déjà été réglée. Pour la durée, donc, on a, une limite effectivement sur le versement des indemnités journalières. Il faut savoir donc que ça ne peut pas excéder donc 360 jours sur une période de 3 ans ou 3 ans de date à date dans le cas où on est sur une situation donc, d'ALD, ce qu'on appelle les affections longue durée ou de soins continus. Donc votre salarié, en complément, donc là, ce que nous venons d'évoquer, on est bien sur les indemnités journalières de base. Il peut s'ajouter d'autres compensations financières pour votre salarié. Donc d'une part, on peut retrouver celles qui vont être liées à la loi de mensualisation. Donc effectivement, dans le cadre de la loi de mensualisation, donc de janvier 78, vous avez donc une obligation de maintien de salaire pour un pourcentage et pour une durée qui vont varier en fonction de l'ancienneté de votre salarié, qui doit avoir donc au moins une ancienneté d'une année à partir de la date de l'arrêt, et si celui-ci a perçu des indemnités journalières de la part de la sécurité sociale. De plus, votre salarié donc peut également avoir un complément de revenus à ce moment-là, dans le cadre du contrat collectif qu'on appelle donc la GIT, la garantie incapacité de travail, donc un contrat qui aura été souscrit par un employeur agricole, donc où des indemnités en fait vont pouvoir venir compléter celles de la sécurité sociale et donc générer un complément de revenu versé en complément pardon, du revenu que vous auriez pu également verser en tant qu'employeur dans le cadre de la loi de mensualisation. Donc, si vous avez des questionnements par rapport au sujet, donc, sur les conditions d'attribution, le mode de calcul, n'hésitez pas sur le fil de conversation. Et puis, je vais donc laisser le relais à Magali de poursuivre la présentation avec la partie concernant, dans un premier temps, les éléments de salaire. Merci, Émilie. Donc, je vous laisse un petit peu le temps peut-être de continuer à poser vos questions pour que nos experts aient le temps également de vous répondre. Je vois qu'il y a quelques questions là qui ont été posées dans le fil de discussion qui ne vont pas tarder à obtenir réponse, je suppose, essentiellement concernant les 3 jours de carence. Seraient-ils appliqués ou pas selon la catégorie du salarié?
Rappelons que là, nous sommes sur des indemnités journalières de base. En effet, pour tout salarié, une carence s'applique dans le cadre d'un arrêt de travail maladie. Après, en fonction des conventions collectives ou accords de branche que vous avez, potentiellement, l'employeur peut-être prendre en charge ces jours de carence selon l'accord de branche ou les, la convention collective à laquelle il, dont il dépend. Donc, suivons alors sur les éléments de salaire. Alors, en tant qu'utilisateur de la DSN, déclaration sociale nominative, le signalement d'arrêt de travail via la DSN événementielle remplace dorénavant l'attestation de salaire. Donc, rappelons que la DSN repose sur la transmission de deux types de données, les informations issues de la paie au sens large, qui servent en effet à payer vos cotisations en tant que vos cotisations sociales en tant qu'employeur, mais aussi à transmettre les données, bien sûr, sur vos salariés. Et puis, à côté de ces données, donc, ces données, vous avez les signalements d'événements pour nous, assurance maladie. On en a plusieurs, hein. Il y a les signalements d'événements arrêt de travail, les signalements de reprise d'activité, donc dans certains cas, et puis les signalements de fin de contrat de travail qui concernent d'ailleurs également Pôle emploi. Donc, la DSN événementielle que vous transmettez aux organismes sociaux, vous l'aurez bien compris, permet donc de calculer, de procéder au calcul des indemnités journalières dans le cadre donc, de cet arrêt et également permet à Pôle emploi, dans le cadre d'un signalement fin de contrat de travail, d'étudier le droit aux indemnités chômage. Donc, le signalement d'événement arrêt de travail doit être émis dès que vous recevez l'information d'un arrêt de travail, et ce, quelle que soit la durée de l'arrêt, même pour un jour. Donc, on a quelques prérequis, en effet, dans le cadre de ce signalement d'arrêt de travail, pour que l'attestation de salaire euh, soit reconstituée, pour qu'on ait une bonne reconstitution. Il faut que vous ayez un historique de DSN au moins égal à 3 mois de DSN mensuels. Si toutefois ces conditions ne sont pas remplies, nous pourrions être amenés à vous re-questionner et à vous réclamer une attestation de salaire, et nous pourrions également être amenés à demander des justificatifs à votre salarié. Ce qui explique parfois que nous ayons des délais de prise en compte un peu plus longs. En effet, quand on questionne le salarié, il faut que celui-ci puisse nous répondre le plus rapidement possible pour qu'on puisse, et bien sûr, étudier son droit aux indemnités journalières dans les meilleurs délais. Il faut également que vous ayez de bons paramétrages, essentiellement pour tous ceux qui pratiqueraient la subrogation. Donc, rappelons, la subrogation, c'est quand vous demandez à percevoir directement les indemnités journalières, donc en lieu et place du salarié. Dans ce cas, pensez à avoir un bon paramétrage au niveau donc, du bloc 60 du RIB, également du SIRET centralisateur. Voilà, pensez à avoir ce bon paramétrage. Rappelons que concernant ce SIRET centralisateur, pour tous les employeurs qui auraient plusieurs établissements, attention à ce que l'établissement dont dépend le salarié n'établisse pas non plus lui-même de son côté une attestation. Donc, petit rappel des informations transmises dans le cadre d'un signalement d'arrêt. Bien sûr, nous avons l'identification du déclarant, s'il s'agit d'un tiers déclarant, l'identification de vous en tant qu'employeur, donc avec le siège de votre entreprise et de l'établissement auprès duquel est rattaché votre salarié. Et puis, l'identification du salarié qui est très importante. On rappelle là aussi que les informations portées dans le bloc 30 et dans le bloc 40 doivent être en conformité. Sinon, malheureusement, le signalement pourrait être en échec.
Donc, comment devez-vous déposer ce signalement d'événement arrêt de travail? Donc, à partir de votre logiciel de paie, donc adapté bien sûr à la DSN ou via votre espace sécurisé MSA, dans les 5 jours ouvrés qui suivent la connaissance de cet arrêt, vous devez donc procéder à un signalement d'arrêt. Si vous effectuez la subrogation, vous avez alors 2 possibilités de procéder à ce signalement. Soit vous le faites au fur et à mesure, donc au fil de l'eau en fait, dès que vous avez connaissance de cet arrêt, soit vous le faites à la même échéance que le dépôt de votre DSN mensuel. Attention, hein, bien 2 déclarations distinctes, une déclaration pour le signalement d'événement et pour la DSN mensuelle. Vous devez bien sûr également reporter toutes les informations relatives à cet arrêt de travail dans la DSN mensuelle concernée par celui-ci ou dans la DSN mensuelle suivante, si toutefois l'événement est survenu après votre clôture de paie. Et un réflexe, j'insiste hein, sur ce tableau de bord DSN que vous ne consultez pas tous, malheureusement. Voilà, c'est très, très important parce que c'est là où vous pouvez repérer éventuellement les rapports d'échecs. Sachez que si votre dépôt de DSN événementiel est en échec, bah, malheureusement, ça retardera d'autant le traitement de, de cet arrêt de travail. Donc, les rubriques à saisir dans le cadre d'une DSN événementielle sont assez, il n'y en a pas beaucoup en fait. Vous allez devoir saisir bien sûr le motif de l'arrêt. Donc là, nous sommes sur un webinaire arrêt maladie. Donc dans le menu déroulant, bah, c'est le premier menu, donc maladie. Vous aurez également à saisir la date du dernier jour de travail. Donc attention, cette date du dernier jour de travail, elle est très, très importante parce que c'est elle qui va déterminer le point de départ de la période de référence à prendre en compte et également qui servira de point de départ de début d'indemnisation. Donc certains parfois se posent la question, quelle est réellement la date de ce dernier jour de travail à porter? Sachez que si votre salarié n'a pas travaillé le jour de l'arrêt ou était en congé payé par exemple, eh bien la date du dernier jour de travail à porter sera la veille de l'arrêt. Si toutefois votre salarié a travaillé bah, le jour de l'arrêt, le jour de sa prescription, eh bien la date du dernier jour de travail sera ce jour même. La date prévisionnelle sera également à enrichir. Eh bien, là, vous vous conformerez à la date de fin de prescription qui est mentionnée donc sur l'arrêt de travail. Vous aurez une autre rubrique également qui apparaîtra, qui sera la rubrique date de reprise de travail. Alors, cette rubrique ne sera pas à compléter dans le cadre d'une reprise anticipée. On le verra tout à l'heure, ça sera à un autre endroit. Cette date de reprise de travail sera à compléter si la reprise est effective au moment où vous établissez le signalement d'événement. Simplement, et autant vous dire que cette situation ne doit pas être rencontrée très souvent. Donc, je vous laisse peut-être un petit peu continuer à poser vos questions dans le fil de discussion. J'espère que je ne vais pas trop vite. Voilà, je vais attendre un petit peu. Donc, en cas de prolongation d'arrêt de travail, là, vous n'avez aucun signalement d'événement à établir, sauf si le motif de l'arrêt change. Alors, qu'est-ce qu'un motif? Un motif, c'est maladie, par exemple, maternité, paternité, accident de travail. Tout ça, ce sont des motifs différents. Donc, en cas de prolongation d'arrêt, vous aurez juste, non pas dans le cadre d'un signalement, hein, mais vous aurez juste à enregistrer la date de fin prévisionnelle de l'arrêt de travail dans votre logiciel de paie. Donc, vous savez. Donc, un seul signalement d'arrêt suffit pour payer un arrêt initial et toutes ces prolongations d'arrêt. Vous aurez également la rubrique subrogation.
à compléter, et ce, quel que soit le motif de l'arrêt. Alors, là aussi, on s'est aperçu que certains d'entre vous se trompent dans les dates de fin positionnées. Certains sont tentés de mettre la date de fin prévisionnelle d'arrêt. Non, ce n'est pas en effet cette date qu'il faut mentionner, c'est la date qui correspond à la durée maximale de subrogation qui est prévue par votre convention collective ou accord de branche. Et là, pareil, si vous procédez à la subrogation, vous verrez peut-être que dans la zone banque IBAN, des coordonnées sont mentionnées. Voilà, j'attire votre attention pour bien vérifier que les coordonnées qui seraient peut-être pré-remplies sont les bonnes. En cas d'erreur dans justement les dates de subrogation, vous ne devez pas effectuer de nouveaux signalements d'arrêt. En effet, en MSA, c'est une anomalie qui est en cours de résolution. Donc, nous vous invitons plutôt à adresser un mail sur les boîtes mail qu'on vous donnera tout à l'heure dans en fin de cette présentation. Ou également, vous pouvez appeler nos équipes qui prendront note en fait de votre nouvelle déclaration que vous tenez à nous faire part. En cas de changement de risque, donc ce que je disais tout à l'heure, changement de risque, maladie, mettons vers maternité ou accident de travail, vous devez absolument clôturer le signalement d'événements précédents avant de réaliser un nouveau signalement. Et en fait, pour le clôturer, vous devrez mentionner une date de reprise qui correspondra finalement à la date du nouvel arrêt. Vous devez effectuer donc ce nouveau signalement pour changement de risque immédiatement, en fait, dès que vous en avez connaissance. Pourquoi? Parce que les indemnités journalières et les conditions d'ouverture de droit, admettons pour un arrêt maternité ou accident de travail, sont complètement différentes et le montant de l'indemnisation est lui aussi répond à des modalités de calcul complètement différentes. Donc, pour éviter qu'on nous ayons un indu, soit par votre salarié, soit pour vous-même, si vous êtes en subrogation, il faut absolument nous avertir le plus rapidement possible. La date du dernier jour de travail, lorsque les arrêts se succèdent sans interruption, est identique en fait à la date que vous aviez mentionnée dans l'arrêt initial, maladie par exemple. Donc voilà, petit récapitulatif que vous retrouvez en DSN, hein, on est dans le bloc 60 hein, pour les déclarations de signalement d'événements d'arrêt. On a plusieurs rubriques, hein, donc date du dernier jour de travail, date de fin, la subrogation hein, que je viens d'évoquer et les dates de fin, les rubriques correspondant au RIB, hein, à l'IBAN, et puis le siret centralisateur que j'avais évoqué tout à l'heure. Voilà, donc je vais faire un petit temps de pause avant de, de vous faire un petit rappel sur la visualisation des décomptes via le service en ligne mis à disposition de nos sites MSA. Je vous laisse un petit peu de temps pour poser vos questions hein, dans le fil de discussion. Voilà. Donc, pour visualiser vos décomptes à partir de votre espace MSA dans les services en ligne, toujours dans l'onglet Arrêt maladie, hein, vous avez la possibilité, en cliquant sur Décompte d'indemnités journalières pour tous ceux qui effectueraient la subrogation, de visualiser les décomptes. Donc, vous avez la possibilité d'effectuer une recherche soit par établissement pour ceux qui auraient plusieurs établissements, soit directement à partir d'un individu. Là, vous pouvez porter, si vous avez connaissance du numéro de sécurité sociale de l'individu, ou vous pouvez également effectuer une recherche à partir de son nom, son prénom et date de naissance.
Voilà, donc j'en ai terminé pour cette partie déclaration de signalement d'événements en DSN. Là aussi, je vous laisse un petit peu de temps. N'hésitez pas, pour ceux qui n'auraient pas ouvert la conversation et qui n'ont pas forcément posé de questions, mais à aller lire un petit peu les questions qui pourraient vous intéresser, que vous n'avez pas osé poser. Voilà, on a nos experts santé ont déjà répondu à quelques-unes d'entre elles. Donc, la reprise d'activité. On l'avait un petit peu abordé dans le rôle de chacun. J'ai vu que au tout début, certains d'ailleurs avaient posé quelques questions, donc ça va permettre peut-être d'y répondre également. Donc, en cas de reprise de travail à la date prévue, sachez que vous devez simplement reporter dans votre logiciel de paie cette date de reprise pour qu'elle remonte dans la DSN mensuelle suivante. Par contre, en cas de reprise anticipée, là, vous allez devoir effectuer un nouveau signalement d'arrêt. Donc vraiment, hein, le signalement d'arrêt de reprise, il n'est à effectuer que dans le cas d'une reprise anticipée. Donc, vous mettrez bien sûr la date à laquelle la personne a repris de façon anticipée et vous devrez sélectionner également dans le menu déroulant le motif. Et ce, immédiatement en fait, hein, dès que vous avez connaissance de cette reprise anticipée pour éviter justement un indu de prestation. En cas de reprise à temps partiel thérapeutique. Donc là, on va l'aborder très succinctement parce que je pense qu'un webinaire sur ce sujet sera sans doute élaboré peut-être plutôt courant 2024. Donc là, on a quand même souhaité porter à votre connaissance quelques éléments qui peuvent néanmoins vous intéresser. Donc, la reprise à temps partiel thérapeutique, donc dans le cadre d'un travail léger, est parfois prescrit par un médecin pour que votre salarié puisse reprendre de façon progressive son activité. Il faut savoir que vous devrez organiser une visite de reprise avec le médecin du travail qui émettra ou pas un avis d'aptitude à cette reprise de travail. Et vous devrez également enrichir donc votre DSN mensuel. Rappelons qu'en cas de reprise anticipée, cette reprise ne fait pas l'objet d'un signalement d'événement. Ce n'est pas dans cet onglet-là, c'est vraiment dans la DSN mensuelle. Rappelons également que la durée et les horaires de travail à temps partiel thérapeutique sont à définir avec votre salarié, bien sûr, hein, dans le respect des prescriptions médicales et de l'avis, bien sûr, de notre médecin du travail. Donc, depuis le début d'année 2023, les modalités de déclaration déclarative ont changé. En effet, donc, vous devez porter maintenant dans la DSN mensuelle l'information donc correspondant à ce temps partiel thérapeutique. Donc, on vous a mis un petit tableau pour que vous repériez exactement dans quel bloc devez-vous déclarer ces informations. Donc, on retrouve toujours le bloc 60, qui est le bloc, rappelons-le, de déclaration arrêt de travail, avec toujours le motif de l'arrêt. Donc, potentiellement, on est toujours hein, sur un arrêt maladie, la date du dernier jour de travail, la subrogation et toutes les informations qu'on a passées en revue tout à l'heure. Et par contre, dans le bloc 66, temps partiel thérapeutique hein, destiné à cette rubrique, là, vous devrez porter la date de début du temps partiel thérapeutique, la date de fin de prolongation du temps partiel thérapeutique, donc prescrite, et puis vous devrez porter donc le montant de la perte de salaire. Alors, ne soyez pas surpris. En parallèle de cette déclaration, via la DSN mensuelle, vous recevrez également de la part de la MSA des attestations à compléter chaque mois où vous devrez mentionner justement la perte de salaire. Ça vient
peut-être que certains d'entre vous se disent, bah, ça vient en doublon. Aujourd'hui, nous sommes encore en phase de test. En tout cas, on s'aperçoit que parfois, les déclarations, les éléments que vous portez dans votre déclaration mensuelle, dans votre DSN mensuel, ne sont pas tout à fait exacts. Donc, ça nous permet, nous aussi, de pouvoir effectuer un contrôle sur ce qui est déclaré et puis d'effectuer surtout une bonne indemnisation. Donc, cette déclaration est à effectuer dès que vous avez connaissance de la prolongation à temps partiel thérapeutique. Rappelons également que le dernier jour de travail à positionner est celui de l'arrêt maladie. Donc, dans le cadre d'une reprise de travail, normale, hein, dont l'arrêt de travail était supérieur à 60 jours, sachez qu'une visite médicale est obligatoire. Donc, que ce soit pour un arrêt maladie, que ce soit pour un arrêt maternité ou accident non professionnel, cette visite est obligatoire afin que notre médecin puisse constater que le poste de travail de votre salarié est bien adapté à son état de santé. Et ça sera peut-être aussi l'occasion de préconiser des mesures d'aménagement de son poste de travail. Donc, cette visite médicale est à effectuer donc par un médecin du travail ou par une infirmière sous délégation donc du médecin du travail dans les 8 jours de sa reprise. Donc, tout à l'heure, j'ai vu dans le fil de discussion que certains d'entre vous nous mentionnaient que les visites de reprise ne sont pas effectives réellement dans les 8 jours. Voilà. Sachez que si vous avez demandé cette visite, déjà nous aurons trace de cette demande de visite et que nos médecins peuvent, comme je vous le présentais tout à l'heure, là, déléguer aussi cette, cette visite hein, à une infirmière et que nous faisons, que nous mettons tout en œuvre, en tout cas, pour proposer ces visites dans les meilleurs délais. Pour demander cette visite, vous avez donc la possibilité soit de la demander via un mail, hein, on vous reprécisera tout à l'heure les adresses mail sur lesquelles vous pouvez la demander, ou vous pouvez également contacter la MSA pour demander cette visite. Et cette demande de visite, bien sûr, doit être demandée dès que vous avez connaissance de la date potentielle de reprise de votre salarié. Donc, lorsque vous avez connaissance d'un rendez-vous de visite de reprise pour votre salarié, si vous avez connaissance que finalement ce salarié ne n'effectuera pas sa reprise de travail comme il était prévu, mais est en prolongation d'arrêt, nous vous invitons vivement à nous alerter pour que ce créneau, justement, soit remis à disposition d'une autre personne et ce, bah, compte tenu, des délais, hein, comme vous l'avez, fait remarquer, un peu long. Voilà, c'est dommage de de ne pas pouvoir reproposer, ces rendez-vous à d'autres personnes. Alors, pour les caisses des départements Loire-Atlantique, Vendée et Maine-et-Loire, vos salariés, s'ils ont bien inscrit dans leur espace sécurisé, enfin déjà s'ils sont inscrits à l'espace sécurisé et s'ils ont alimenté la zone numéro de portable, ces salariés peuvent recevoir un SMS de rappel de leur visite médicale. Voilà, donc vous pouvez, hein, dans le cadre d'information et de communication envers vos salariés, les inviter à déjà créer leur espace et puis bien l'enrichir. Voilà, et bien écoutez, j'en ai terminé pour ma partie de présentation et je vais redonner la main à Émilie.
Merci. Donc, je vais poursuivre sur les modalités de contact et d'échange avec la MSA. Donc, ce que nous souhaitions effectivement, c'est de pouvoir vous redonner, donc pour chacune des caisses hein, qui sont à l'initiative donc, de l'organisation de ce webinaire, vous redonnez donc effectivement les lignes téléphoniques, qui sont donc, dédiées aux employeurs. Donc, on va, de toute façon vous laisser à disposition, hein, ce diaporama et vous le retrouverez également sur le fil des replays. Mais je vous laisse aussi quelques instants et je vais faire défiler, chacune, des diapos, selon les caisses, que vous puissiez, prendre les notes qui vous seraient utiles. Donc, effectivement, la ligne dédiée, aux employeurs. Nous vous remettons également les lignes téléphoniques donc qui sont à destination, des salariés. Alors donc l'objectif effectivement, c'est que vous puissiez aussi, relayer, ces coordonnées auprès de vos salariés, dès lors qu'effectivement, on n'est peut-être pas, par exemple, sur une situation où il y a un maintien de salaire, où il y a la subrogation qui s'applique. Et qu'effectivement, le sujet de l'indemnité journalière, finalement, va être dans l'échange entre la MSA et le salarié directement. On vous recommunique également le numéro de notre assistance Internet. Donc là, on est effectivement avec une assistance Internet et un numéro qui est unique hein, pour toutes nos caisses de MSA. Donc effectivement, ce sont des collaborateurs qui sont à votre disposition pour vous aider donc soit à résoudre une difficulté qui peut être liée à l'inscription, à la connexion. Donc c'est la même assistance Internet hein, que vous soyez employeur ou particulier. Et voilà, je pense qu'effectivement, ça peut des fois être utile d'avoir ce numéro sous le coude. On aura également donc les coordonnées de chacun des services de santé sécurité au travail. Donc là, on est bien effectivement sur nos services qui permettent que vous puissiez prendre contact dans le sujet qu'on vient d'évoquer précédemment, donc notamment pour la reprise d'activité. On a également donc les coordonnées des services donc de prévention et des risques professionnels. Donc là, effectivement, faut savoir que dans chacune de nos caisses de MSA, vous avez donc à disposition des équipes de conseillers qui peuvent justement vous aider et vous accompagner dans la difficulté de la sécurité et des risques professionnels. Donc, n'hésitez pas, voilà, à prendre contact avec ces personnels. On vous met également pour chacune des caisses donc l'adresse mail de dépôt de documents. Donc effectivement, en tant qu'employeur, vous n'avez pas accès à un dépôt direct sur le service en ligne employeur. Donc, on a chacune de nos caisses une adresse mail qui est dédiée. Vous aurez également à chaque fois sur les diaporamas les adresses mail du service santé sécurité au travail, si c'est plus simple pour vous de pouvoir converser par mail que par téléphone. Et il en est de même pour nos services de prévention des risques professionnels. Donc, je laisse quelques instants de plus, mais c'est vraiment des informations qui sont disponibles sur nos sites MSA dans un premier temps, mais que vous pourrez également retrouver sur le replay. Alors sachez qu'au-delà donc des canaux de communication, qui soient, téléphoniques, ou mail, vous avez donc en tant qu'employeur, dans votre espace privé employeur, accès à la fonctionnalité donc «Mes messages». Donc c'est vraiment un service en ligne, qui vous permet, d'interagir avec la MSA avec, effectivement une transmission aussi de messages qui est, sécurisée. Donc vous avez, dans la fonctionnalité «Mes messages, mes réponses», la possibilité, par exemple, sur la thématique santé, de pouvoir interroger le collaborateur en indiquant bien donc le numéro de sécurité sociale, donc d'identification du salarié, son nom, son prénom et les dates de l'arrêt, si vous souhaitez poser, voilà, des questions ou vous avez, voilà, sur le traitement du dossier ou sur les indemnités journalières, dans le cadre notamment, de la subrogation. Donc aujourd'hui, nous sommes ensemble donc sur, ce webinaire sur l'arrêt maladie et la reprise d'activité. Donc comme, il a été évoqué, en présentation, on est sur une semaine donc, d'organisation de webinaires au niveau des caisses de MSA. Donc il y a déjà eu, une thématique qui a été abordée hier sur, l'ouverture des droits santé salariés.
Donc, c'est un webinaire que vous pouvez aussi retrouver sur les replays. Donc, on vous transmettra hein, le lien pour que vous puissiez retrouver. Donc, dans un premier temps, ce sera sur la plateforme Net Entreprise. Et effectivement, après, vous recevrez un lien MSA où vous pourrez aller consulter tous ces formats. Donc, vous avez dès demain également une thématique sur la fiabilisation de vos DSM. Et vendredi matin, donc sur la prévention des risques professionnels. Donc, si jamais vous ne vous êtes pas encore inscrit à ces webinaires, on vous invite à le faire. Donc, vous pouvez d'ores et déjà en fait aller sur chacun des sites de nos caisses de MSA. Sur nos pages d'accueil, on a mis en évidence effectivement cette semaine de webinaire. Donc, vous cliquez sur le programme et ensuite vous avez en fait les liens d'inscription qui vous seront directement accessibles. Donc, on arrive, nous, au terme de la présentation qu'on souhaitait vous faire aujourd'hui sur donc la thématique des arrêts maladie, des arrêts de travail au motif de la maladie. On vous remercie donc pour votre participation, votre présence avec nous. On est encore présent quelques minutes hein, pour répondre et pour que nos experts puissent répondre aux dernières questions qui apparaîtraient sur le fil de conversation. Vous avez donc à l'écran un QR code. On vous invite en fait à le télécharger. Donc, ça vous prendra vraiment quelques instants, mais c'est voilà, une petite enquête de satisfaction sur l'animation qu'on vous a proposée aujourd'hui. Donc, au nom des animateurs et des experts, on vous remercie voilà, d'avoir pu participer à ce webinaire et on espère voilà, avoir pu vous communiquer de l'information sur la thématique de l'arrêt de travail maladie.